Ah, on est 46, on est un peu moins nombreux que vendredi. Bonjour, j'espère que vous avez quand même passé un bon week-end tous. On va essayer d'aborder aujourd'hui des sujets un peu différents par rapport à vendredi. Donc, j'ai 2-3 petites précisions à apporter. Et ensuite, on va essayer d'aborder la trésorerie. Parce que j'ai essayé, alors Monsieur Giannoli, avec qui je travaille un petit peu sur certaines aides, a tenté de son côté. Moi, j'ai tenté de mon côté de trouver un banquier qui voudrait bien faire une intervention ici pour essayer de vous aider et de comprendre comment ça va marcher tout ça. Le problème, c'est que les banquiers n'ont pas voulu. Je pense que tout simplement, ils ont peur d'annoncer des choses qui sont sur le web et qui pourraient se traduire ou autre, je ne sais pas, mais enfin, les banquiers ne sont pas là et n'ont pas accepté. Donc, on va aborder tout à l'heure, donc ça sera moins long que vendredi dernier, on va aborder tout à l'heure donc la trésorerie, les soucis de trésorerie que ça préoccupe. Et je voudrais revenir d'abord sur une notion un peu importante, je vous en ai parlé vendredi, il y avait le FAQ qui est sur notre site internet, le FAQ de l'État. Et si je me permets, excusez-moi, je suis obligé de m'échapper un peu. Le FAQ, donc c'est une pièce assez importante que j'avais montrée, c'était ça, vous le trouvez sur le site, et qui a tenté d'expliquer un petit peu pour tout le monde comment ça se passait. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu, et ceux qui l'ont lu ou pas, ils ont bien fait attention à ce qui est noté. Pourquoi je vais apporter une petite précision? Parce qu'on commence à avoir des soucis techniques sur le chômage partiel. On va parler, juste pour résumer, le chômage partiel, la garde d'enfants, notamment pour les indépendants, et de la trésorerie après. Donc, sur le chômage partiel, ce fameux FAQ, précisez bien, ce que je vous ai dit vendredi, que toutes les entreprises n'ont pas non plus le devoir de s'arrêter suite au confinement. Au contraire, ce n'est pas l'esprit de la loi. Et je lis justement ce qu'a vous dire l'État. Je l'avais mal lu l'autre jour. Alors, seules sont arrêtées certaines activités, celles qui sont décrites par l'arrêté du 15 mars. Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de l'activité en application des mesures adaptées. Le gouvernement appelle donc à la responsabilité de chacun et demande aux salariés de se rendre sur leur lieu de travail lorsque le télétravail n'est pas possible. Si ces mesures de restriction doivent être strictement respectées, elles ne doivent pas aboutir à dissuader les personnes de poursuivre leur activité lorsqu'elles ne sont pas impactées par les interdictions d'ouverture. D'accord? Donc, si je n'ai pas une interdiction d'ouverture due à l'arrêté du 15 mars, normalement, vous devez être ouvert. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs principes. Le bâtiment qui ne devait pas être fermé. On commence à voir la directe des Pays de la Loire qui a carrément annoncé que, pour l'instant, puisque vous n'êtes pas dans l'arrêté, ils ne rembourseront pas le chômage partiel, pas le chômage technique. Donc, puisque vous n'êtes pas dedans, vous devez travailler, donc ils refusent. J'ai eu un chirurgien dentiste qui m'a dit « Mais moi, dans ma profession, je ne peux pas travailler puisqu'on travaille avec des outils dans la bouche des gens, c'est très volatile, il faudrait tout décaper ensuite. » Sauf cas où on peut décaler, ce qui a été dit par l'État, les travaux d'urgence doivent être faits. Donc pour eux, le chômage technique, normalement, pas applicable non plus. Je pense que, honnêtement, c'est un petit peu de la fumisterie, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que de toute façon, on sait obligatoirement au chômage technique, parce que de toute façon, les clients ne viennent plus, déjà, c'est quand même le premier problème, c'est que les gens ont peur, donc ils ne viennent plus. Et on ne peut pas faire tourner une boutique et ne pas prendre le chômage technique si on travaille bien en dessous des capacités de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Ensuite, il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire, mais il ne faut pas confondre le chômage technique total et éventuellement la réduction du nombre d'heures. Donc, ça va être de la gestion. J'en reparlerai un petit peu dans la semaine, puisque demain, là, on est en train de mettre les logiciels à jour de la paye. Demain, on se met à fond sur les fiches de paye et sur les déclarations à faire. Et je reviendrai, je pense, demain soir sur ces détails du chômage technique. Pour revenir quand même, par contre, à ça, et j'ai quelques questions là-dessus aussi qui m'ont été posées, notamment, on m'a parlé, est-ce qu'un mandataire social a le droit au système du chômage technique? Non. Un mandataire, et c'est marqué dans la FAQ, un mandataire social ne peut pas y avoir. Ne peut y avoir, c'est interdit. On m'a posé la question, est-ce que pendant le temps où mes salariés sont au chômage technique, ils ont le droit au congé? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas la logique. Mais dans l'esprit initial, oui, et, le salarié a le droit à ses congés normaux. Par contre, dans le cas présent, apparemment, je n'avais pas fermé la porte, apparemment, il aurait aussi droit au congé.
Ça me gêne un peu personnellement parce que c'est pas un choix voulu de l'entreprise, c'est pas une gestion de l'entreprise dépendant de sa volonté, pardon. Je comprends pas trop pourquoi ça a été mis. Et dans le projet de loi, parce que j'ai déjà commencé à lire le projet de loi, malheureusement, le projet de loi ne dit pas grand-chose, hein, puisqu'il dit que tout sera pris par ordonnance. Donc, il dit juste deux petites choses qui sont assez intéressantes pour l'instant dans le projet de loi. C'est que le chef d'entreprise aura le droit de décider pour une semaine de mettre son salarié en congé. Donc, c'est un congé, c'est pas un chômage technique, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est quand même un petit point qui peut être bien. Mais en dehors de ça, il renvoie quasiment tout à des ordonnances. Donc, pour l'instant, on va attendre un petit peu ce qui va se passer. Et quand le vent commence à sortir, on sera là justement dans ce webinaire pour en parler un petit peu tous les jours. Donc, il nous parle aussi sur ce support de la situation des apprentis, quand même, parce que c'est quand même concerné s'ils sont à l'école, pas à l'école. C'est un petit point un peu important. Ensuite, il nous parle des indépendants et cette fameuse règle du 20 mars. J'ai dit vendredi que les échéances du 20 mars ne seront pas prélevées. Alors, ne confondons pas, il y en a certains qui payent le 5 mars et d'autres le 20 mars. Donc, ceux du 20 mars, normalement, sont rejetés. Vous savez peut-être que le défi conseil aussi fait partie du groupe Excel. Le groupe Excel qui est un groupe d'experts comptables national. On représente à nous tous 110 cabinets et 1300 collaborateurs. Donc, je suis l'un des membres de ce réseau. Et dans le réseau, on a pu faire tourner un petit peu de savoir ce qui se passe. Notamment, il faut quand même savoir que beaucoup ont été prélevés quand même à l'échéance du 20 mars. D'accord? Mais je vais parler tout à l'heure pour la trésorerie. Je vais en toucher deux mots rapidement maintenant, mais j'en parlerai un petit peu plus après sur la trésorerie. Vous pouvez rejeter cette échéance du 20 mars. Donc, et sans aucun problème et sans aucune pénalité. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, cette échéance, attention, ce n'est qu'un report, hein, ce n'est pas une annulation de l'échéance. Donc, pensez à bien faire attention à ça. Je prends mes notes, hein, je suis obligé parce que j'ai fait pas mal de rendez-vous bilan aujourd'hui. Ça, les rejets, non. La CCSF, on vous parle de la CCSF, c'est quelque chose qu'on fait de manière très régulière, la CCSF. Hein. Donc, si un jour on a besoin d'y aller, on ira. Ensuite, ça parle de trésorerie et autres. Tout le reste, je les ai annotés. Hein. Vous avez des petites remarques à noter de ma main, des petits endroits où comme ça vous avez des coups de stabilo, comme ça c'est les lignes à lire. Prenez ce FAQ, il est sur le site internet et vous pourrez avoir deux, trois petites infos. Pour revenir un petit peu à l'essentiel avant d'attaquer la trésorerie aussi, j'ai des questions, après ceux qui poseront des questions. Hein. Pour les apprentis, quel statut pendant la période de théorie, sachant que c'est un contrat de travail? Ben, soit l'apprenti, soit s'il est à l'école, il peut faire l'école à distance. Dans ce cas-là, il est considéré comme s'il était à l'école normale. Et par défaut, si l'école ne peut pas organiser du temps de présence ou du télétravail ou de la téléformation, l'apprenti doit revenir dans son entreprise y travailler. Et si l'entreprise elle-même est en chômage technique, eh bien, il bénéficiera aussi du chômage technique. Le problème, c'est que si la période de cours était dans cette actuellement, eh bien, il va se retrouver à devoir rattraper les cours aussi. Donc, ça va faire une désorganisation complète des entreprises. Donc, mais c'est quand même possible. Esthéticienne, chômage partiel. Oui, enfin, la question c'est peut-être, est-ce qu'une esthéticienne peut être en chômage partiel? Techniquement, oui, parce que c'est quand même une profession où on est en contact humain avec les gens, sur lequel on peut recevoir du public, parce que ce n'est pas du solo à solo, mais ça reste de l'artisanat. Donc, je m'attends à ce que la directe nous dise quand même non. Je ne vois pas comment il pourrait faire, mais je m'y attends quand même. Alors, mettons un petit bémol là-dessus. Peut-on mettre en employé devant les employés devant garder les enfants à domicile? Est-ce rétroactif? Non. Alors, ce n'est pas rétroactif, hein, ça sera la date de l'arrêt. J'y viens justement. Puisque je vous ai mis, justement pour ça, un document sur le site, d'accord, que j'ai dû glaner à droite ou à gauche parce qu'il n'y a aucun endroit où c'est marqué de manière très précise. C'est-à-dire l'indemnisation pour la garde d'enfants. Donc, pour la garde d'enfants, ce n'est pas si compliqué que ça quand c'est un salarié, puisque quand un salarié, lui, il va faire sur déclare Amélie, il va dire qu'il n'y est pas. Il y aura une enquête de la sécurité sociale qui va se pencher sur son cas et qui va voir si oui ou non il bénéficie de cette indemnisation journalière. Pourquoi il doit se pencher sur son cas? Parce qu'ils vont se pencher si dans le foyer, les deux ne l'ont pas demandé, puisque c'est ouvert qu'à un des deux, je rappelle. Donc, ça va être le premier principe. Et le deuxième principe, sur quelle indemnité ils vont verser. Il y a quand même la ministre Muriel Pénicaud qui, quand même, a assez culotté à mon sens, qui dit comme ça, on va obliger les employeurs à payer la partie complémentaire jusqu'à 90%. Pourquoi? Parce que normalement, c'est quoi l'arrêt pour la garde d'enfants? Je vous lis à nouveau, d'ailleurs, la même ministre.
Si vous êtes un des deux parents qui gardez votre enfant dans ce cadre-là, vous êtes en arrêt maladie sans certificat médical. En arrêt maladie sans certificat médical. Sans être malade. Et là, vous aurez au moins 90% de votre salaire parce qu'ils vont nous forcer. Alors, sachez quand même que pour indemniser un contrat de travail en indemnité journalière, la loi, c'est quand même d'avoir un arrêt maladie. Un arrêt de travail avec un arrêt maladie. Et l'employeur, il a le droit quand même de faire contrôler si son salarié est réellement malade ou pas. Donc, ça voudrait dire que sans maladie, on a un arrêt de travail. Excusez-moi, mais il est où le droit de l'employeur? Et elle dit, on va forcer les entreprises à le faire. Je pense que sur le plan juridique, on va s'amuser un petit moment dès que ça va sortir un peu plus tout ça. Donc, pour moi, les 50%, c'est acquis. Les 90%, ça restera au libre arbitre des employeurs. Et je pense que tous les employeurs ne vont pas verser. Et quelque part, ça me semblerait quand même un peu normal. C'est peut-être à l'État là de prendre en charge certaines choses. Par contre, pour les indépendants, parce que les indépendants qui gardent les enfants, ça peut être aussi une piste. C'est quoi? On fait la même déclaration sur Déclaramélie, sauf que pour l'indépendant, la différence, c'est qu'on ne sait pas combien on va être indemnisé et comment ça va fonctionner tout ça. Alors, il y a une petite précision quand même, puisqu'apparemment, j'ai pu trouver sur divers sites, comme quoi l'indemnité sera entre 5,46 € et 56,35 € par jour. Selon les gains, ils vous demanderont des attestations de chiffre d'affaires. Donc, à mon avis, ça va être encore nous qui allons faire du boulot, plus tout le reste. Mais il va falloir attester combien vous gagnez. Est-ce que c'est carrément à l'année ou au mois? Ça risque d'être sympa. Et qui va vous déterminer le montant qu'ils vont vous verser. Entre 5,46 € et 56,35 €. Donc, c'est entre 163 € et 1 690 €. Voilà, c'est à peu près les limites. Alors que le chômage partiel pour les salariés monte beaucoup plus haut. D'accord? Donc, ce document-là, pareil, il est sur le site depuis tout à l'heure. Vous l'avez, ainsi que les FAQ. Ce sont les deux petites précisions que je voulais rappeler par rapport à vendredi. Ça coupe aussi. Alors oui, c'est bien Défi Conseil qui va rasseoir l'école et enregistrer les salariés si on a renseigné Défi comme le tuto. Oui, nous, on va vous aider dans cette démarche-là. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je ne sais pas encore comment. On va essayer de mettre plusieurs personnes du cabinet qui ne sont pas toutes que les filles de la paye parce qu'ils n'y arriveront pas. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut et du mieux qu'on peut. Si ça coupe souvent, alors je vais essayer de ralentir la cadence dans ce cas-là, si ça coupe un peu trop. Apparemment, on me pose la question si la connexion est bonne chez moi. Je ne sais pas. Je pense que oui. On n'a pas eu de souci de connexion aujourd'hui. Ceux qui pourront cliquer en haut sur se reconnecter. Bon, voilà. Vous voyez les messages entre vous. J'essaye d'avancer un petit peu, donc je vais aller parler un peu moins vite dans ce cas-là, puisque je sais que j'ai un débit de parole peut-être un peu trop élevé. J'avance. Donc, comme je l'ai dit, on a rappelé 2-3 petites règles du FAQ. Instance, pour l'instant, on n'a pas eu d'ordonnance. La loi, elle a été votée au Sénat dimanche soir. Elle repart donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On en saura certainement un peu plus demain sur ce fameux projet de loi d'urgence et les applications et les ordonnances qui vont venir. Je voudrais maintenant aborder le sujet le plus important du jour, puisque j'ai voulu faire venir des banquiers, mais je n'ai pas vu. Mercredi, là, si tout va bien, j'ai un assureur qui viendra exposer, un assureur IARD, c'est-à-dire les risques de dommages et autres, qui viendra exposer à la barde 2-3 sujets sur les assurances, comment vous pouvez faire ou pas. D'accord? Il est prêt à venir, donc c'est déjà bien, et je le remercie pour ça. Je vous ai préparé un support coronavirus, prêt et trésorerie, que vous trouvez sur le site internet, d'ores et déjà, il y est. Donc, on va essayer de préciser rapidement les sujets qu'on aborde. Le premier, on m'a posé des questions, est-ce que je peux décaler mon prêt immobilier personnel comme professionnel? D'accord? Dans les deux cas, les prêts immobiliers sont normés, ils ont un cadre rigide du prêt. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà des contrats sur lesquels on peut décaler les échéances. C'est-à-dire que je n'ai même pas un terme technique à vous apporter, mais on peut les proroger, on peut les faire durer 2 ans de plus, 2 ans de moins, etc. Il y aura une grande souplesse apportée par les banquiers pour ça, sauf que ces contrats, normalement, les 2 premières années, ils sont figés. C'est au bout de 2 ans seulement qu'on peut faire jouer les échéances. Je pense que donc, à ce titre, vous allez avoir des banques qui vont accepter sans aucun souci de décaler les échéances. D'autres, ça sera peut-être un peu plus délicat.
Sachant que la Fédération des banques de France a précisé que pour eux, le mot d'ordre, c'était de permettre un décalage de 6 mois sans avoir de soucis de trésorerie. Donc, pour l'instant, il existe des aides assez sympas là-dessus. D'accord? Donc, le prêt immobilier, normalement, vous allez pouvoir demander des décalages aux banques. Il faudra toujours demander à la banque, attention. Pour M. Giannoli, j'ai vu votre question, j'en parle après. Si nous n'avons plus de rentrée d'argent pour payer les employés et les charges, doit-on quand même aller travailler? Ça dépend quel métier, parce que je ne vois pas le métier là, mais techniquement, ça n'a rien à voir. Vous faites toujours une corrélation entre la trésorerie et le droit de travailler, d'exploiter, etc. La trésorerie, c'est un fait. On peut demander aux banquiers, justement, on va y venir pour les crédits court terme, de vous aider financièrement pour ce laps de temps, et ensuite que ça revienne. Donc, la trésorerie et l'exploitation, la trésorerie, les contrats, c'est deux choses séparées. Pensez-y bien. D'accord? Donc, vous pouvez travailler. Certes, vous n'aurez pas la trésorerie, mais vous la demandez et après, vous refacturez. Si ce travail est déjà été exécuté, il sera facturé plus tard. Donc, c'est quand même possible. J'ai vu, Chantier Naval. Alors, les prêts professionnels en cours, pareil. Les banques ont dit qu'ils accepteront de manière assez facile de faire glisser les prêts immobiliers en cours. Les prêts professionnels en cours. Il faut quand même savoir que c'est un choix de la banque. Il ne faut pas penser que toutes les banques ont l'obligation de le faire. Je suis sûr et certain, et je connais certains de mes dossiers, où les banques refuseront de le faire. Donc, il y aura la piste ensuite, ça sera d'aller demander, et surtout de leur forcer un petit peu la main, de bien faire les demandes auprès de la BPI. Parce que la BPI va être là pour aider. Sauf que la BPI, vous pouvez difficilement l'acter par vous-même. Vous êtes souvent obligé de l'acter via la banque. J'ai quand même fait le test aussi. On va voir un petit peu après, ou même maintenant, j'ai fait le test d'aller sur le site de la BPI. Tout simplement, j'ai ouvert un compte sur lequel j'ai demandé ce qu'on appelle e-trésor, sauf que je ne peux pas me connecter. Leur site, je comprends comme il est fait, il me demande un numéro d'identifiant, je ne peux pas me connecter. J'ai envoyé un mail sur cette fameuse déclaration AM, je ne sais plus trop quoi, pour justement avoir cet identifiant. Et on m'a répondu, je ne suis pas présente, mais veuillez m'écrire sur mon mail privé. Ah, et moi je le trouve comment ton mail privé? Donc ça c'est aussi, voilà, les bonnes techniques de l'État. Je pense que je vais arriver à la trouver, je vais les contacter, vous aurez un numéro de téléphone. Sur le support, je vous ai marqué le lien Internet pour aller le chercher directement. Et ensuite, j'ai fait une demande d'aide financière, juste pour tester, de voir comment ça fonctionne. On m'a dit qu'on a bien pris en charge ma demande et que, grosso merdo, il fallait que j'attende à peu près 48 heures pour qu'ils reviennent vers moi et qu'ils me demandent des pièces complémentaires. Il y a quand même quelques pièces à poser sur le site Internet de la BPI, mais c'est un moyen aussi d'essayer de contacter la BPI en essayant de court-circuiter plus ou moins les banques. D'accord? Ce n'est pas le critère premier, mais c'est peut-être une solution. Donc, les prêts professionnels en cours, les banques ont dit qu'ils allaient essayer de mettre un petit peu de grain à moudre là-dessus. Je vous ai également mis l'adresse du médiateur du crédit. Parce que le médiateur du crédit, si jamais vous êtes très conflictuel à votre banque et que c'est une solution d'avancée, normalement, il répond sous une semaine. Là, je pense que ça va être un peu plus long. Mais ça peut être bien quand même, si jamais votre banque refuse, de faire un mail direct au médiateur du crédit pour montrer votre bonne foi et que, grosso merdo, c'est la banque qui n'a pas joué le jeu d'essayer de vous décaler vos échéances. D'accord? Parce que je rappelle, beaucoup de banques vont jouer le jeu, mais je ne pense pas toutes. Oui, c'est vrai que vous faites la demande directe à la BPI. Dans un premier temps, ils vous renvoient à la banque, je sais. Mais il n'empêche que c'est toujours pareil, c'est ce que je viens de dire. Il faut quand même faire les demandes. Il faut montrer votre bonne foi, comme quoi vous allez chercher des solutions. Là, ça va être un jeu entre des teneurs de pouvoir, entre le banquier et vous. Ensuite, les découverts bancaires, toujours pareil. Donc, les découverts bancaires n'est pas un automatisme. Ils ne sont pas tous obligés de vous les accorder, les découverts bancaires. Sauf qu'ils ont une contre-garantie de la BPI jusqu'à 90%. Mais ils vont vous prétexter, mais moi, il me reste 10%. Je prends quand même un risque de 10%. Donc, soit vous aurez des garanties pour les 10% restants, soit ça va être encore une bagarre juridique, sachant qu'ils vont être débordés les banquiers et qu'ils vont surtout privilégier leurs bons clients, peut-être un peu moins leurs moins bons clients. Donc, commencez déjà à rentrer en relation avec vos banquiers pour avoir tous les éléments. Je pense que ce n'est pas une fausse chose que de le faire maintenant. D'accord ? Je vous ai mis donc les créations de comptes de la BPI. Je vous ai mis ensuite
comment faire la demande en ligne. L'aide de 1 500 € pour les indépendants, donc ça a été confirmé, c'est bien ce que je vous ai dit vendredi. Hein. C'est pour les entreprises qui étaient obligées de fermer, ça marche. Pour les entreprises qui n'étaient pas obligées de fermer, en dessous d'1 million € de chiffre d'affaires, ici vous avez perdu 70% de votre chiffre d'affaires entre les 2 mois, ça marchera, vous aurez 1 500 €. Il y a une demande à déposer à l'aide du GIFP. Pour l'instant, rien n'est prêt. J'ai essayé de le faire ce week-end. Non, ce n'est pas encore en ligne. C'est à partir du 31 mars. Donc, ne vous précipitez pas plus que ça. Par contre, ce que j'ai trouvé qui peut être bien, en plus ou en parallèle de cette aide, parce que les deux ne se cumuleront pas, c'est que vous avez la région aussi. Je vous ai mis un lien pour la région, qui offrira aussi 1 500 € pour les TPE, celles qui ne seront pas dans le fonds de solidarité. Donc, c'est quand même aussi une aide et une subvention demandée. Donc, ça peut fonctionner. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. Je sais qu'on essaiera de voir aussi dans la semaine avec M. Giannoulis ce que je peux vous proposer d'autres comme solution. Si j'ai une question, là, je n'ai pas pu m'inscrire pour le chômage partiel, ça pose problème. Ça sera rétroactif sur 30 jours, hein, donc vous aurez le temps d'y revenir. Je lis ensuite. Sommes-nous dans l'obligation d'envoyer un courriel aux salariés pour la mise en place de l'activité partielle? La charge de la preuve, c'est toujours évident. Il vaut mieux toujours avoir le plus de documents qu'en avoir moins. Donc, plus vous aurez un mail, quelque chose pour le justifier, c'est mieux. On me dit en dessous de 70%, il n'y a rien. Ben, dans l'état actuel des textes, oui, en dessous de 70%, il n'y a rien. Ce qui fait que comme tout le monde a travaillé du 1er au 15, donc je pense qu'on aura à peu près 50% de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que les gens qui sont vraiment concernés par l'aide, à mon avis, ils ne seront pas aidés. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, ça va un peu loin. Sachant que le mandataire social, le PDG et le DG, qui n'est pas un TNS, qui n'est pas donc un indépendant sur le plan social, lui, il n'y a pas droit. Donc, lui, on va tellement vanter la SAS, c'est génial la SAS, c'est génial la SAS. Bah là, la SAS, c'est pas génial, parce que même s'il a un bulletin de paye, il n'est pas régi par le Code du travail. Donc, c'est un peu particulier, mais il n'y aura pas le droit. Donc, il y a une aide de la région de 1 500 € que je vous ai mis. Pour vous aider dans la trésorerie aussi, pensez à vos chambres consulaires, la chambre des métiers et la chambre de commerce. Ce sont des gens qui sont au contact de toutes les aides qui existent dans la région, donc ils pourront peut-être vous aider à solliciter des aides selon votre secteur. Ça, c'est quand même un point important. Et puis, c'est aussi eux qui sont les collecteurs de la CFE. Vous savez, l'ancienne taxe professionnelle qu'on paye au mois de décembre, une partie de cette CFE va pour les chambres des métiers et les chambres de commerce. D'accord? Donc, si ces chambres-là perçoivent un montant, vous pouvez aussi le payer soit de manière mensuelle, soit à la fin de l'année. Si c'est de manière mensuelle, vous pouvez suspendre les versements, vous avez le droit, et ça sera payé ensuite en fin d'année. Ça fait partie des mesures d'urgence, donc vous avez le droit de suspendre vos CFE. D'accord? Ça peut être une mesure assez intéressante aussi. Pour l'impôt sur le revenu, pareil, les mensualités que vous versez, vous pouvez suspendre les versements. Vous savez, quand vous allez dans impôt.gouv, la partie privée, vous avez soit réajusté vos prélèvements, soit vous avez géré vos acomptes. Dans gérer vos acomptes, vous pouvez le mettre à 0, ça sera un report derrière. Jusqu'à présent, si vous faisiez ce genre de choses et que vous vous trompiez 10%, ben vous avez une amende. Là, on est dans un cas de figure où ils acceptent justement ce report. Comment on justifie les 70%? Très bonne question. Aujourd'hui, on n'a aucun texte qui dit officiellement comment on les justifie. On attendra certainement l'ordonnance sur ce sujet-là. Et là, je vous ai mis un petit support qui est assez intéressant parce que beaucoup de gens ne savent pas. Ça rejoint ce que je disais pour les prélèvements d'URSSAF, que ce soit sur les indépendants qui ont été prélevés le 20 alors qu'ils ont dit que ça sera mis à 0. C'est important aussi pour ceux qui ont payé les charges sociales au 15 et que c'est des montants relativement importants et que en termes de trésorerie, c'est très compliqué, alors qu'ils nous ont dit au dernier moment qu'avant, sur la DSN, avant le 19 à midi, on pouvait les remettre à 0 pour décaler, etc. Alors que les DSN étaient faites et qu'ils nous ont prévenu le 18, donc pour le 19 à midi. Donc on ne peut pas tout faire non plus, ce n'est pas possible. Donc sachez quand même que la loi, le droit bancaire, vous autorise à rejeter un prélèvement autorisé, hein, celui que vous étiez parfaitement d'accord pour qu'il soit prélevé. Vous avez 8 semaines. 8 semaines pour rejeter votre prélèvement. Donc, tout prélèvement sur lequel vous avez donné votre autorisation, vous le rejetez, il n'y aura pas de risque pour vous dès le moment où ce sont les prélèvements des mesures d'urgence accordées par l'État. Je suis prélevé de l'URSSAF le 20. Je ne devais pas l'être. J'ai le prélèvement qui arrive. Je dis à ma banque, vous me le rejetez.
Bah, légalement, je suis désolé, ils n'avaient pas à vous le faire. Donc, vous avez rejeté le prélèvement, vous ne risquez rien. La CFE, vous le rejetez. Les charges sociales au 15, alors qu'on avait jusqu'au 19 au 20, etc., vous le rejetez. Là, c'est plus ambigu, mais je ne pense pas qu'ils vous disent quoi que ce soit. Par contre, la TVA, vous ne la rejetez pas. Les acomptes IS, vous pouvez me les rejeter. La CFE aussi. Mais attention, pas la TVA pour l'instant. Vous pourrez les mettre à zéro, demander des étalements, mais vous ne pourrez pas rejeter le prélèvement de la TVA parce que ce n'est pas dans l'accord des mesures d'urgence. Donc, dès le moment où vous pouvez rejeter, vous avez gain de cause dans le sens où il n'y aura pas de majoration puisque c'était des directives de l'État. C'est toujours valable, ce n'est pas un droit nouveau. Hein. Les rejeter le prélèvement, vous aurez toujours pu le faire de manière historique. Attention, par contre, si vous rejetez un prélèvement sur un contrat durement validé, accepté, sur lequel il n'y a pas de litige, alors là, par contre, si vous allez au tribunal d'instance ou au tribunal de commerce, vous prendrez une sanction aggravée parce que vous l'avez fait de votre propre chef, vous êtes fait votre propre juge, vous n'avez pas le droit. Donc, si c'est une autorisation de prélèvement normale, comme par exemple l'EDF, aujourd'hui, l'EDF, si vous le rejetez, pour l'instant, c'est dans le projet de loi de finances de droit d'urgence. Hein, il n'y a pas d'ordonnance en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est peut-être, oui, de stopper le prélèvement parce que je ne vois pas l'EDF vous couper du jour au lendemain, mais parce qu'ils ne peuvent pas par rapport aux gens, mais ce n'est pas encore clairement défini dans le droit d'urgence. Concernant les modulations de l'IR, en dehors des traitements SLR, y a-t-il d'autres renseignements, d'autres éléments à renseigner? Oui, si vous avez des revenus fonciers, il faut déclarer les revenus fonciers. Si vous avez des charges de famille, si vous avez des charges déductibles, il y a tout un tas d'éléments qui, bien sûr, doivent être remplis. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Par contre, je pense que si vous vous trompez maintenant, sachant que les feuilles d'impôt, on va les faire au mois de mai, et on va les envoyer au mois de mai, ils les recevront dès le mois de juin, je ne les vois pas non plus nous faire beaucoup de mal, parce qu'ils savent tout bien que les gens sont un peu perdus et que je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc, ça va être un peu compliqué. Pour le loyer, on peut, c'est-à-dire rejeter le prélèvement. Eh ben, c'est ce que je vous disais vendredi. Alors, j'ai bien relu ce week-end. J'ai bien lu le droit en la matière. On vous a préparé deux petites choses que je n'ai pas sur moi ici. Notamment, je vous ai mis un texte sur les loyers. Le fait que c'était l'article 1128 du Code civil qui vous permet, en cas de force majeure, de ne pas payer votre loyer. Attention, en cas de force majeure. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'arrêté du 15 novembre, du 15 mars, qui permettait de fermer votre activité. Sinon, techniquement, pour moi, vous êtes obligé de payer votre loyer. D'accord? Toutefois, vous pouvez demander à votre bailleur, et il y a une sollicitation qui a été demandée aux fédérations des HLM, qui a été demandée aux bailleurs sociaux, qui a été demandée aux grands centres commerciaux, etc. Et ils ont tous apporté le fait qu'ils étaient d'accord pour avoir une tolérance. Vous pouvez leur demander un report du montant de loyer. Ce n'est pas une exonération, c'est un report. N'oubliez jamais. À ce titre-là, on vous a mis sur Internet, sur le site, un modèle de lettre à envoyer à votre bailleur. D'accord? Vous avez un modèle, vous pourrez tourner les phrases, il sera en Word, hein, vous pourrez tourner les phrases un peu à votre goût, mais l'idée première, elle est dedans. Sachant que c'est la commercialité, l'un des premiers débats pour le fait de non exploiter, de ne pas avoir de commercialité qui fait que je suis dans un cas de force majeure. On cite l'article 1128 du Code civil, pas pour faire pression, mais pour montrer que ça existe. D'ailleurs, quand vous verrez sur le document, c'est un lien hypertexte, hein, souligné en bleu, 1128 du Code civil, c'est le lien hypertexte qui explique justement ce que c'est le cas de force majeure. Donc, pour le loyer, ça pourrait éventuellement marcher aussi. D'accord? Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté première. Parce que si on s'amuse à ne pas payer tous les intervenants qu'on a à droite ou à gauche, on va bloquer le système. L'idée de l'État, ce n'est pas de bloquer le système. L'idée, c'est de se dire, on accorde notre confiance aux banques. Tous les prêts sollicités à partir du 16 mars auront une garantie de la BPI. Donc, le but, c'est d'aller voir votre banquier, de lui demander des autorisations de découvert, de lui demander des crédits court terme, d'avoir la garantie de la BPI qui sera montée sur le dossier et d'essayer de faire en sorte de payer au mieux que vous puissiez. Parce que de toute façon, n'oubliez jamais que ce ne sera ni plus ni moins que des reports. Donc, de toute façon, il faudra payer. Vaut-il mieux utiliser le découvert ou faire des apports en compte courant? Généralement, moi, je dis plutôt à mes clients, s'ils peuvent faire des apports en compte courant, qu'ils fassent des apports en compte courant. Là, je conseillerais plutôt d'aller faire du découvert. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y a la garantie de l'État, les découverts vont coûter vraiment pas très cher, que pour l'instant, tant qu'on peut utiliser la manne qui nous est offerte, utilisons la manne qui nous est offerte sur les découvertes bancaires, donc demandons-le.
Et un banquier, vous savez très bien, j'adore, hein, c'est même affiché dans mon bureau, je rappellerai cette merveilleuse phrase des proches qui avait dit « Un banquier est un homme secourable qu'il vous prête un parapluie quand il fait beau et il vous le retire dès qu'il pleut. » Donc pour l'instant, il ne fait pas beau, mais il a un petit peu les mots d'ordre de la BPI pour faire en sorte de vous prêter de l'argent. En plus, c'est quand même la moindre des choses, parce qu'en 2008, c'est quand même les banquiers qui, avec leurs conneries, nous ont foutu dans une belle merde. Excusez mon langage. Donc, si maintenant, ils pouvaient renvoyer la balle de tous les milliards qu'on leur a donnés pour sauver les banques, bah, ça ne serait peut-être pas de refus. Donc, non, je ne suis pas contre. Là, vraiment, allez voir les banques. Je pense que c'est bien. Montez des dossiers très vite. Mettez-vous en contact avec votre banquier. Calculez. Ça, c'est aussi une chose que vous avez très peu, chers clients. C'est que quand on vous propose, nous, au sein du cabinet, des missions de prévisionnel, de calcul de seuil de rentabilité, des coûts de revient, etc., bah, vous le voyez comme un coût parce que c'est une dépense supplémentaire pour votre entreprise. Mais l'avantage, c'est que quand on fait ce genre de mission, c'est aussi pour vous dire, bah, voilà, vos charges fixes structurelles sont de temps. Si ces charges structurelles, vous les aviez connues, sues, vous auriez peut-être pu prévoir la trésorerie qui vous est nécessaire pour ne pas être en blocage. Moi, un cabinet comme les miens, forcément, je suis un gestionnaire, je sais pertinemment que j'ai mes charges fixes de 3 mois, pendant 3 mois. Elles sont couvertes. Et tant que j'ai cette masse de trésorerie, je la garde. Je me suis toujours dit, on ne sait jamais. Vous voyez, ben là, ça va me servir. J'ai justement cette manne-là. C'est quoi? C'est un effort à faire les premières années qu'on crée une entreprise. Et une fois que ce coussin, ce fonds de roulement, il est fait, ben voilà, on part. Ce n'est pas toujours facile, je le concède. Mais là, c'est quand même important d'aller voir les banquiers, de calculer grosso merdo ce que vous allez sortir sur les 3 prochains mois. Prenez 3 mois, c'est un bon truc. Ça ne durera pas 3 mois, je pense, hein, cette épidémie, mais il vaut mieux prévoir 3 mois. Et vous essayez de leur demander quelles sont les autorisations de découvert qui vous seront nécessaires. Comment ça se passe si les prélèvements ne passent pas car nous n'avons pas la trésorerie? Bah, là, ça va être un rejeté de prélèvement. Attention, parce que normalement, si vous avez donné une autorisation et que ce n'est pas vous qui avez rejeté le prélèvement, ça devient une incidence de paiement. Donc, les incidences de paiement, c'est très mal noté par les banquiers pour aller les voir. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, prévenez vite votre banquier en disant que vous avez besoin de trésorerie. Le temps que ça se mette en place, si vous en avez un peu, vous apportez un peu de votre trésorerie et vous demandez d'abord au banquier et ensuite vous la reprenez. Mais attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, un rejet de prélèvement, quand c'est l'État qui vous permet de le faire, faites-le, il n'y a aucun problème. Par contre, rejeter les prélèvements des échéances, etc., comme les miennes par exemple, ce n'est pas la bonne solution. Moi, je ne vais pas me fâcher avec mes clients, ce n'est pas le but. Tant que je peux me permettre de tenir le choc, vous reportez, certains d'entre vous reportez. Mais si tout le monde fait ça, mais on va bloquer le système avant même le virus. Donc, essayez de voir différemment et surtout avec votre banque. Oui, j'attends une réponse. Nos amis assureurs ont-ils pris quelque chose pour la perte d'exploitation? Justement, ce sujet-là, on l'aborde mercredi avec Alain Barbe. On va aborder les sujets donc, des pertes d'exploitation, des protections juridiques, de les risques pénaux des dirigeants. Si jamais vous avez un salarié qui a chopé le virus et que grosso modo, il vous mettra en cause ou autre, quels sont vos risques? On en parle mercredi avec Alain Barbe, si tout va bien. Justement, tiens, c'est la question de M. Dos. Bah, justement, on va en parler mercredi. Comment protéger l'entreprise si un de vos salariés tombe malade, etc. Quelles sont les garanties, quels sont les risques? Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut respecter, et c'est bien marqué dans les FAQ, c'est justement, il faut respecter les règles d'hygiène. Si vous respectez ces règles-là et que vous montrez que vous avez tout respecté, les affichages, prenez tout en photo, la charge de la preuve, primordiale. La charge de la preuve, d'accord? Bonne réflexion de Mme Bernardi qui, pour l'instant, dit qu'il n'y a pas de PE. Oui, c'est vrai, dans les contrats, sauf quelques contrats spécifiques, il n'y a pas de PE. Sauf qu'il va peut-être falloir qu'on aille revoir les contrats parce que qui nous dit qu'il ne va pas y avoir justement une ordonnance qui va imposer 2-3 petites choses, surtout si on considère ça, et c'est ce qu'il faut peut-être qu'il fasse comme cause de catastrophe naturelle. Est-ce que ce ne sera pas un petit peu le fait? Je ne sais pas, on va voir. Mais oui, c'est vrai que normalement, ce n'est pas prévu dans les contrats. C'est vrai. On va quand même en parler. Nous avons eu notre assureur VSA n'est pas dans le contrat. Ben oui, beaucoup vont vous répondre ça, je sais. Mais on va parler d'autres sujets que l'assurance. Là, vous anticipez parce que vous avez bien vu, mais justement, on allait dire ça mercredi, c'est que les PE, pas beaucoup vont bouger. On va voir comment on pourra se défendre. Sur les assurances, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste que la FFA a accepté le décalage des échéances
Donc là, c'est pareil, vous pouvez le rejeter. Puisque la FFA, ils vont leur dire, mais attendez, la FFA a accepté. Moi, j'ai écouté un petit peu ce qu'on m'a dit, c'est bon. Donc, même si certains assureurs, je me méfie, ne vont peut-être pas accepter de leur côté. J'ai déclaré un arrêt pour la garde de ma fille. Oui, c'était le cas d'une cliente. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En tant qu'indépendant, vous toucherez maximum 1 690 €. Voilà. Alliance, c'est non. Bah oui, Alain, c'est pas parce qu'il est représentant de Alliance qu'il va dire que c'est oui de son côté. Mais il va nous expliquer justement le droit qui concerne les contrats. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je suis largement dans les 39 minutes. Excusez-moi, j'ai même été trop long. On a abordé trésorerie. Demain, on va essayer de revenir sur le chômage partiel, le pratico-pratique des pays. Mercredi, on va essayer de venir avec Alain Bard pour essayer de parler des assurances et moi-même. Jeudi, vendredi, je ne sais pas encore parce que de toute façon, on va avoir les ordonnances qui vont tomber, donc on aura un peu plus de réalité juridique. J'espère que ce format-là vous convient. J'essaye de faire vite, j'essaye de faire au mieux. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis peut-être moins virulent que vendredi parce que franchement, la fatigue s'accumule. Je passe beaucoup de temps à essayer de lire, de comprendre et de trouver des sources d'informations. Donc, président du CSF étant salarié n'a pas le droit au chômage partiel. Non, je l'ai dit tout à l'heure, un PDG, ça a été dit, c'est marqué dans la FAQ, vous n'aurez pas le droit au chômage partiel. Non. Et vous n'avez même pas le droit à la garde d'enfants. C'est total. Merci pour ce soir. On continue comme ça. Demain soir, je ferai le point sur d'autres questions. Tous les soirs à 18 h, faites passer le mot. S'il y a des choses à m'envoyer, contact@deficonseil.com. Envoyez-moi vos informations et vos questions. Le but étant de vous répondre au mieux. Je suis désolé, beaucoup de clients m'envoient des mails directs, mais que je leur réponds maintenant. Allez voir les supports qu'on est en train de faire parce que je ne peux pas répéter 50 fois les mêmes choses dans la même journée. C'est matériellement pas possible. Parce que je suis en plus en période fiscale. C'est la période la plus chargée de l'année pour les experts comptables. Le mois de mars et le mois d'avril, les gens dorment là d'habitude. Alors, imaginez comment ça se passe. Voilà. Bon courage. Merci à tous. Suivez bien ce webinaire. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce n'est pas pour faire de la pub. C'est juste que j'en ai marre d'entendre trop de conneries à la télé. Voilà. Ça m'agace vraiment de trop. Bye bye. Bon courage. Bonne soirée. Au revoir.